Laissons le débat commencer. Pour la première fois. Il y a quelques semaines, quand le président Biden Les candidats séparés par une très courte marge dans les sondages. Et nous voyons ici, en Pennsylvanie, bienvenue au débat présidentiel. Un des moments les plus conséquents de cette campagne, avec Kamala Harris, Donald Trump. Nous serons bientôt une grande nation. Un moment historique. Le débat présidentiel sur ABC News avec David Muir et Lindsay Davis. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Muir et bienvenue au débat présidentiel sur ABC. La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump sont sur le point d'entrer sur scène. Et je suis Lindsay Davis. La rencontre de ce soir pourrait avoir énormément de conséquences pour la campagne. À moins de 2 mois maintenant de l'élection pour la vice-présidente Harris, c'est son premier débat depuis que le président Biden s'est retiré de la course. Cette décision a suivi bien entendu le débat avec Donald Trump en juin. Et depuis, cette course a pris une direction toute différente. Ce qui nous amène aux règles. Nous aurons 2 coupures publicitaires. Aucune question n'a été partagée avec les candidats. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre, suivi d'1 minute pour les répliques et les rectifications. Leurs micros seront activés seulement quand ils s'exprimeront. Il n'y aura pas de public au Constitutional Center de Philadelphie. Le président Trump a gagné au tirage au sort et il a eu le droit de faire la déclaration finale. Madame Harris. Nous allons maintenant voir les candidats, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Kamala Harris, it's a good debate. Have fun. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Bonjour à vous deux, c'est un honneur de vous avoir ici avec nous. Bonsoir, nous avons hâte de ce débat. J'aimerais commencer avec une problématique qui intéresse grandement les Américains, l'état économique du pays. Lorsque on vous a demandé quelle est la situation économique, est-elle meilleure? Madame Harris, pensez-vous qu'elle est meilleure aujourd'hui? J'ai été élevée dans une famille de classe moyenne. Je suis la seule d'ailleurs sur cette scène qui a un projet pour tirer la classe moyenne vers le haut, ainsi que les travailleurs. Je crois en les aspirations, les rêves et les ambitions du peuple américain. C'est la raison pour laquelle j'ai conçu un plan pour une économie des opportunités. On sait que nous sommes face à une pénurie de logements. Le coût du logement est beaucoup trop élevé pour beaucoup trop de monde. On sait que les jeunes familles ont besoin de soutien pour élever leurs enfants. Et j'ai l'intention d'accorder une baisse d'impôt, un crédit d'impôt à hauteur de $6 000 pour les familles. C'est le plus grand crédit d'impôt pour enfants depuis longtemps. Et ainsi, ces familles pourront se permettre d'acheter un lit d'enfant, un siège auto, des vêtements pour leurs enfants. Ma passion, l'une de mes passions, c'est aussi les petites entreprises. Ma mère m'a élevée, nous a élevés, ma sœur et moi, et une femme nous a aidés également à grandir. C'était notre deuxième mère et c'était la propriétaire d'une petite entreprise. Donc j'adore les petites entreprises et j'ai l'intention d'accorder un crédit d'impôt de $50 000 pour la création de petites entreprises. Ce sont les piliers de l'économie américaine. Par contre, mon adversaire a pour projet de faire ce qu'il a fait par le passé, à savoir offrir des baisses d'impôts aux milliardaires et aux grosses entreprises. Et cela va donner lieu à cela va s'ajouter aux 5 000 milliards de déficit. Et il a l'intention de faire une baisse d'impôt sur les ventes à hauteur de 20% pour les produits de tous les jours dont vous avez besoin tous les mois. En fait, ce sera une hausse sur les taxes à la vente et cela représentera $4 000 de dépenses de plus pour les familles par an. Et ce, à cause des politiques et des idées de mon adversaire. Il pense que ce sont les classes moyennes qui doivent payer pour les crédits d'impôt des millionnaires.
Président Trump. Alors, tout d'abord, cette taxe dont elle parle n'est pas vraie du tout. En fait, ce qu'on veut faire, c'est augmenter les droits de douane sur les importations qui viennent de l'étranger. Ça fait 70 ans qu'on aide le monde entier. Il est temps qu'on nous rende la faveur. Ça nous coûte des milliards et des milliards d'euros, de dollars, pardon, notre commerce avec la Chine. La Chine a une économie qui marche très bien, donc il faut qu'on augmente nos droits de douane. Quand j'étais président, les droits de douane étaient élevés et il n'y avait pas d'inflation. L'économie, elle est dans un état catastrophique à cause de l'inflation. On sait que c'est l'inflation qui brise les pays. On a un niveau d'inflation presque jamais vu auparavant. Peut-être le pire niveau d'inflation dans l'histoire des États-Unis. On est à 21%, mais je suis généreux parce qu'il y a des endroits où c'est 50, 70, 80% de plus que l'année passée. Bref, c'est un désastre pour la classe moyenne, pour toutes les classes sociales. Et en plus de cela, nous avons des millions de personnes qui inondent notre pays, qui viennent d'asile, qui viennent de prison. Et ce sont des gens qui arrivent dans notre pays et qui prennent les emplois des Afro-Américains et des personnes hispaniques. Et puis c'est les syndicats aussi qui vont être touchés. D'ailleurs, on le voit déjà dans de nombreuses villes à travers les États-Unis, à Springfield, à Ohio, à Aurora, au Colorado. On voit que ces immigrés sont en train de submerger ces villes-là et de les noyer dans la violence. C'est des gens que Biden et Harris ont laissé rentrer dans notre pays, des gens qui détruisent notre pays de l'intérieur. Le niveau de criminalité est extrêmement élevé et il faut expulser ces gens-là. Moi, j'ai bâti une des plus grandes économies dans l'histoire de notre pays et je le referai et en mieux. Sujet important, mais qui est celui de l'immigration. Mais je laisserai d'abord Mme Harris répondre. Parlons de ce que nous a laissé Donald Trump. Donald Trump nous a laissé les taux de chômage les plus élevés depuis la Grande Dépression. Il nous a laissé le système de santé, la pire épidémie que nous ayons connue en un siècle. Il nous a aussi laissé la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile. Et nous avons fait le ménage après Donald Trump et ce que j'ai l'intention de faire, c'est maintenant concrétiser les rêves et les aspirations du peuple américain. Mais pour ce débat ce soir, vous allez entendre toujours les mêmes discours, des mensonges, des plaintes, des insultes. Ce que vous allez entendre ce soir, c'est un plan détaillé, dangereux, qui s'appelle Projet 2025 et l'ancien président a l'intention de l'exécuter s'il est réélu. Je suis persuadée que le peuple américain veut un président qui comprend l'importance de se réunir. Nous avons beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous divisent et je m'engage à être la présidente de tous les Américains. Vous avez une minute pour répondre, M. Trump. Alors, comme vous le savez et comme elle le sait, moi, je n'ai aucun lien avec ce projet 2025. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas envie de le lire, je ne vais pas le lire. C'est un groupe de personnes qui s'est réuni, qui ont formulé ensemble des idées, bonnes ou mauvaises. Bref, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis très transparent, je veux baisser les impôts et je veux bâtir une économie forte comme je l'ai déjà fait auparavant. On avait la plus belle économie au monde. Ensuite, la pandémie nous a frappés. C'est une pandémie qui a tué des millions de personnes, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans notre histoire. Et pourtant, on s'en est très bien sorti. On leur a remis un pays où l'économie se portait très bien, les marchés boursiers étaient à leur plus haut. On avait aussi des respirateurs qu'on fabriquait pour le monde entier. On avait des équipements de protection dans les hôpitaux pour les États-Unis, pour le reste du monde. On a rebâti aussi l'armée militaire et la force militaire du pays. Et on a créé aussi énormément d'emplois et même s'il y a eu des répercussions positives sur leur mandat, c'est nous qui en sommes à l'origine. Vice-présidente Harris. Donald Trump n'a aucun projet pour vous. Quand on regarde ses plans économiques, ce sont des baisses d'impôts pour les plus riches. Moi, ce que je propose, c'est ce que j'appelle l'économie des opportunités. Les meilleurs économistes du pays et du monde entier ont examiné nos programmes respectifs pour l'avenir des États-Unis. Goldman Sachs a dit que le plan de Donald Trump aggraverait la situation économique et que mon projet renforcerait l'économie.
D'autres économistes ont également dit que le plan de Donald Trump ferait exploser le déficit. 16 prix Nobel ont décrit son projet économique comme un projet qui augmenterait l'inflation. D'ici le milieu de l'année prochaine, nous serions face à une récession. Il n'y a qu'à regarder où on en est. Il n'y a qu'à voir nos positions. Je sais que Donald Trump n'a aucun plan pour vous. Il est plus intéressé par le fait de se défendre plutôt que de s'intéresser à vous. Ça, c'est ce qu'on entend répéter partout. Écoutez, moi, je suis allé à l'école Wharton de finance et les grands professeurs qui sont là-bas trouvent que mon plan économique est tout à fait formidable, qu'il va nous permettre de grandir en tant que pays, permettre aussi à tout un chacun de travailler. On va pouvoir créer des emplois et tout le monde va pouvoir gagner sa vie convenablement. Pour conclure là-dessus, elle n'a pas de plan. En fait, elle a fait un copier-coller du plan de Biden. Et ça tient en 4 phrases, et 4 phrases seulement où on dit, bon, on va essayer de baisser les impôts, mais non, elle n'a même pas de plan. Regardez son plan, il n'y aura rien. Monsieur le Président, j'aimerais insister sur un point important. Vous avez parlé de tarifs douaniers et il y a eu une réponse. Vous parlez d'une taxe nationale sur les ventes. Et vous avez dit récemment que vous aimeriez redoubler d'efforts dans ce plan, d'imposer 20% de tarifs douaniers sur les denrées importées. Et beaucoup d'économistes arguent que cela aurait des répercussions sur les consommateurs. Cela représenterait des coûts de $4 000 sur des denrées de base pour les consommateurs américains. Mais les prix ne seront pas plus élevés. En fait, ceux qui vont payer, c'est la Chine et tous les autres pays qui nous arnaquent depuis des années. Quand j'étais président, je me souviens que la Chine nous payait des centaines de milliards de dollars par an. Et d'ailleurs, ils auraient dû faire la même chose, Biden et Harris, augmenter les droits de douane, mais ils ne l'ont pas fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer des centaines de milliards de dollars. Moi, l'inflation n'existait pas quand j'étais président. Et pour eux, le niveau d'inflation n'a jamais été aussi élevé que pendant leur mandature. Personne ne peut aller acheter des œufs, du bacon ou des céréales, ça coûte trop cher. On voit bien que nos concitoyens sont en train de mourir à cause de ce qu'a fait l'administration actuelle. Ils ont détruit l'économie. Et il suffit de regarder les sondages d'ailleurs. Les sondages montrent que 80, 85, 90% des personnes considèrent que l'économie était meilleure sous ma mandature. Vice-présidente Harris, j'aimerais voir votre réponse à cela, car un certain nombre de législations ont été maintenues. Soyons clairs, le gouvernement Trump a donné lieu à un déficit commercial inédit dans l'histoire de l'Amérique. En effet, il a donné lieu à des guerres commerciales. Il veut parler de son accord avec la Chine, mais ce qu'il a fait en fait, c'est que sous son mandat, il a vendu des puces américaines à la Chine pour permettre à la Chine de moderniser leur production militaire. Donc en gros, vous nous avez vendu et notre politique vis-à-vis de la Chine devrait garantir que les États-Unis gagnent la concurrence, la compétition du XXIe siècle. Il faut donc se concentrer sur les détails. D'abord, les relations avec nos alliés, se concentrer sur des investissements dans des technologies basées aux États-Unis pour gagner la course sur l'IA ou encore l'informatique quantique. Il faut aussi se concentrer sur ce qu'il faut faire pour soutenir la main-d'œuvre américaine. Comme ça, on évitera d'être lésés en termes de droits des travailleurs. Sauf que ce qu'a fait Donald Trump, parlons-en, avec le Covid, il a remercié le président Xi pour ce qu'il a fait pendant le Covid. Merci, président Xi, je cite, point d'exclamation. C'était un tweet de Donald Trump, alors qu'on sait très bien que Xi avait manqué de transparence sur les origines du Covid. Monsieur Trump. Alors tout d'abord, ces puces, elles ont été achetées auprès de Taïwan. Des puces électroniques, on n'en fait même plus aux États-Unis à cause de politiques comme celle des démocrates. Alors pas elle, parce qu'elle n'a même pas de mesures politiques, mais tout ce en quoi elle croyait il y a 3-4 ans a maintenant disparu. Et elle a rejoint ma philosophie. D'ailleurs, je lui ai envoyé une casquette MAGA rouge. En tout cas, si elle était
élue, je suis sûr qu'elle changerait les choses et dans le mauvais sens. C'est une marxiste et ça tout le monde le sait. Son père est un professeur d'économie marxiste et manifestement il lui a bien fait la leçon. Et quand vous voyez ce qu'elle a fait à notre pays, quand on voit aussi ces millions et millions de personnes qui inondent notre pays depuis l'étranger tous les mois, c'est 21 millions, pas 15 d'ailleurs, j'entends 15, mais c'est 21 et je pense peut-être même plus. C'est plus que l'État de New York. Et regardez ce que font ces immigrés qui sont des criminels qui arrivent dans notre pays et ça c'est très mauvais pour notre économie. On va parler d'immigration tout à l'heure, mais l'immigration c'est ce qui peut arriver de pire à notre économie. Donc son administration et la vice-présidente a détruit notre pays avec des mesures qui sont insensées, des mesures politiques de gens qui détestent notre pays. Merci. Je me tourne maintenant sur le sujet de l'avortement. Monsieur Trump, vous avez souvent dit que vous vouliez revenir, vous vous êtes vanté d'être revenu sur l'arrêt Roe versus Wade. Vous êtes le président le plus pro-vie de l'histoire américaine. Que dans votre État de Floride, vous avez fait la surprise par rapport à l'interdiction de l'avortement au-delà de 6 semaines, en disant que vous pensiez que 6 semaines il fallait une durée supplémentaire. Mais vous avez dit ensuite, vous avez causé un revirement et vous avez dit que vous êtes en faveur de cette interdiction de 6 semaines. Où en êtes-vous sur le sujet de l'avortement? Parce que vous changez d'avis tout le temps. Donc pourquoi est-ce que les gens peuvent vous faire confiance? Alors si moi je participe à tout ça, c'est parce qu'il y a ce vote et qu'on autorise l'avortement au 9e mois du côté des démocrates. Et pour la Virginie, d'ailleurs, occidentale, on le voit bien que le gouverneur a dit, voilà, le bébé est né et on décide de savoir si on l'exécute ou non. C'est pourquoi j'ai voulu participer à ce vote-là, parce que les démocrates sont des radicaux sur cette question-là. Et son choix de colistier, qui d'ailleurs est très mauvais, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment complètement à côté de la plaque. Mais son colistier veut un avortement au 9e mois. Il dit que ça ne lui pose aucun problème. Et il dit que exécution après la naissance, c'est aussi tout à fait tolérable. Et ce n'est pas tolérable à mes yeux, d'où ma participation au vote. En tout cas, pendant 52 ans, ils n'ont essayé de faire qu'une seule chose, c'est que les États adoptent cette loi Roe v. Wade. Et grâce à 6 membres de la Cour suprême, nous avons réussi à renverser cette loi. Alors, dans les cas d'inceste, de viol, je veux bien qu'il y ait des exceptions. D'ailleurs, 85% des républicains sont pour ces exceptions-là. Mais on a réussi à renverser cette loi-là et maintenant, c'est les États qui décident. Et pour la toute première fois, écoutez, c'est un enjeu qui déchire notre pays depuis 52 ans maintenant. Tous les experts en droit, tous les démocrates, tous les républicains, radicaux, moins radicaux, voulaient tous que les États puissent se saisir de cet enjeu de l'avortement. Alors, l'Ohio, on voit que le vote était assez progressiste, à Kansas aussi, beaucoup plus que ce que certains pensaient ou voulaient. Mais chacun des États est en train de voter. C'est maintenant le peuple qui choisit, c'est plus les autorités fédérales. Moi, j'ai été très courageux dans le renversement de cette loi Roe v. Wade puisqu'elle permet aux États de reprendre leur destin en main. Dans ce pays, il n'y a aucun État où il est légal de tuer un enfant après sa naissance. Vous voulez apporter une réponse? Comme je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'on allait entendre des mensonges. Je ne suis pas surprise. Comment en est-on arrivé là? Donald Trump a nommé 3 membres des juges de la Cour suprême en sachant que l'arrêt Roe versus Wade allait être révoqué, et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans plus de 20 États, il y a maintenant des interdictions d'avortement grâce à Donald Trump, et donc un médecin ou un infirmier ne peut plus fournir des soins de santé sous peine d'une peine de prison à vie. Et il y a des interdictions qui empêchent l'avortement même en cas de viol ou d'inceste. Donc ça veut dire qu'une victime de viol n'a pas le droit de choisir ce qui va ensuite se passer dans leur corps. Ce n'est pas moral. Et
Ce n'est pas la peine de renoncer à sa foi ou à ses convictions pour être d'accord. Le gouvernement et Donald Trump n'ont pas à dire aux femmes ce qu'elles ont à faire avec leur corps. Moi, je me suis entretenue avec des femmes de tout le pays. Vous dites que c'est ce que les gens voulaient? Des femmes enceintes veulent aller à terme de leur grossesse alors qu'elles souffrent d'une fausse couche et qu'ensuite elles ne peuvent pas être soignées aux urgences parce que les médecins ont peur d'être emprisonnés pour leur fournir des soins et donc les femmes perdent leur sang dans un parking. Est-ce que les femmes veulent ça? Elles veulent vraiment ça? Une fille de 12 ou 13 ans qui est victime d'inceste et qui est forcée d'aller jusqu'au bout de sa grossesse? Vous pensez que c'est ce qu'elles veulent? Et je m'engage, lorsque le Congrès aura adopté un projet de loi pour restaurer la protection de Roe versus Wade en tant que présidente des États-Unis, j'aurai la fierté de promulguer ce projet de loi. Mais comprenez-moi bien, si Donald Trump est réélu, alors il promulguera une interdiction totale de l'avortement. Dans ce document Project 2025, projet 2025, on parle d'une interdiction nationale de l'avortement sur vos grossesses, vos fausses couches. Et je crois que le peuple américain pense que certaines libertés, surtout la liberté de faire ses choix sur son propre corps, ne devraient pas être restreintes par le gouvernement. Merci, Madame la vice-présidente Harris. Mais écoutez, c'est le même refrain, c'est encore un mensonge. Il n'y aura pas d'interdiction de l'avortement, ce ne sera même pas nécessaire, parce qu'on a obtenu ce que tout le monde voulait, les démocrates, les républicains, et tout le monde voulait ce que l'on a obtenu. Tous les experts en droit voulaient la même chose. Ils voulaient que ce soit les États qui choisissent. Alors ça prendra peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, mais pendant 52 ans, cet enjeu a déchiré notre pays. Et on voulait que chacun des États puisse reprendre la main, et j'ai fait quelque chose que tout un chacun pensait impossible. Donc c'est les États qui choisissent et ce qu'elle dit est un mensonge. Pour ce qui est de l'interdiction de l'avortement, moi je ne suis pas pour une interdiction. Mais en fait, peu importe, parce que cet enjeu, il appartient maintenant aux États. Est-ce que vous vous opposeriez à une interdiction? Je n'aurais même pas besoin. Il y a deux choses. D'abord, elle dit qu'elle va se tourner vers le Congrès, mais ils voteront jamais en faveur de ce projet de loi, notamment avec cette séparation à 50-50 entre le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il n'y aura pas de vote. Elle ne sera même pas proche d'un vote positif. D'ailleurs, ça me rappelle les autres catastrophes des démocrates lorsqu'ils voulaient, par exemple, pardonner les dettes étudiantes. Avec son patron, si on peut dire, parce qu'il passe son temps à la plage, il a dit, écoutez, on va faire ça d'une manière différente. Et puis c'est la Cour suprême qui l'a retoqué. Donc, tous ces étudiants, on leur a promis que leurs dettes seraient effacées, et puis en fait, ça ne s'est pas produit du tout. Et donc, il y a des millions de personnes qui ont dû payer leurs dettes et leurs emprunts étudiants. Et donc, ce qu'ils ont dit à ce moment-là, c'est la même chose pour l'avortement. Est-ce que vous pourriez me répondre par oui ou par non? Parce que votre colistier, J.D. Vance, a dit qu'il dirait non. Alors, j'en ai pas parlé avec J.D. Vance. Écoutez, moi, ça me dérange pas si lui, il a son point de vue. Mais écoutez, moi, j'ai pas parlé de ça avec lui. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de débat parce qu'elle n'aura pas les voix suffisantes au Congrès. Pour les pré-étudiants, par exemple, ils n'ont pas eu les voix nécessaires. Ils ont suscité des faux espoirs, rien de plus. Donc peu importe ce qu'elle dit on va faire voter par le Congrès, mais elle n'aura jamais la majorité. La réalité, c'est que pendant des années, ils ne voulaient pas que ce soit le Congrès qui décide. Et nous, on a réussi à faire ce que tout le monde disait était impossible. Madame la vice-présidente Harris, est-ce que je vais vous donner le temps de répondre, mais je voulais vous demander, est-ce que vous seriez en faveur de restrictions sur les droits des femmes à l'avortement? Je soutiens absolument la restauration des protections de Roe versus Wade. Et comme vous l'avez dit à juste titre, il n'y a aucun endroit aux États-Unis où une femme accouche et où ensuite elle demande à avorter. Cela n'a pas lieu et c'est une insulte envers les femmes américaines. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans le cadre des interdictions d'avortement initiées par Donald Trump. Des couples qui rêvent de fonder une famille se voient privés de traitement FIV. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a des travailleurs, des travailleuses qui travaillent parfois sur un ou deux emplois, qui n'ont presque pas les moyens de faire garder leur enfant, doivent voyager dans un autre État, doivent monter dans un avion à côté d'un étranger pour recevoir des soins de santé.
Et ces soins de santé sont inaccessibles et ce que vous faites traverser à ces femmes est impardonnable. Le peuple américain, la majorité des Américains pensent que les femmes ont le droit de prendre leurs décisions sur leur propre corps et c'est la raison pour laquelle, dans tous les États où cette question a fait l'objet d'un vote, que ce soit un État démocrate ou républicain, le peuple américain a voté pour la liberté. Pardon, il faut que je réponde parce que c'est encore un mensonge. Moi, j'ai toujours été un leader pour la fertilisation in vitro. D'ailleurs, quand ils ont eu une décision négative en Alabama à ce sujet-là, j'ai vu le législateur 2 jours après qui en fait a promulgué cette fois-là. Moi, je suis un leader sur cette question-là depuis le tout début. Et il faut poser la question, est-ce qu'elle autorisera l'avortement au 7e, 8e mois, 9e mois? Est-ce que vous allez l'autoriser? Posez-lui cette question. Répondez à la question, répondez à la question, répondez. Parce qu'on pourrait avoir des avortements au 7e, 8e, 9e mois. Non, pas vrai. Et peut-être même après la naissance. Regardez ce que disait l'ancien gouverneur de la Virginie. Il nous a dit qu'on mettait le bébé de côté une fois né et puis après on choisissait. Monsieur le Président, merci. Nous allons maintenant passer à la sécurité aux frontières et l'immigration. Nous savons que c'est un sujet important pour les démocrates et les républicains également. Vice-président Harris, le président Biden vous a demandé de vous intéresser aux causes de l'immigration en Amérique centrale. L'immigration a atteint des records sous votre mandat, suite à quoi, après certaines législations, elle a drastiquement baissé. Mais pourquoi attendre 6 mois avant les présidentielles pour agir? Et auriez-vous fait les choses différemment? Je suis la seule ici qui a poursuivi en justice des groupes criminels transnationaux pour le trafic d'armes à feu, de drogue et d'êtres humains. Et je peux vous dire que le Congrès américain, même certains des membres les plus conservateurs, a élaboré un projet de loi sur la sécurité à la frontière et j'ai soutenu ce projet de loi. Ce projet de loi aurait permis d'avoir 15 000 gardes frontières supplémentaires à la frontière pour aider les travailleurs qui font des heures supplémentaires actuellement à la frontière. Cela nous aurait permis de couper les flux de fentanyl qui arrivent aux États-Unis. Je sais que beaucoup de familles me regardent ce soir et ils ont été personnellement touchés par la crise du fentanyl aux États-Unis. Et ce projet de loi nous aurait permis également de poursuivre en justice des groupes criminels organisés transnationaux pour les trafics d'armes à feu, de drogue et d'êtres humains. Mais vous savez quoi? Donald Trump a pris son téléphone, il a appelé ses amis au Congrès et il a demandé à ce que ce projet de loi soit tué dans l'œuf. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il préfère que le problème soit présent plutôt qu'il soit résolu. Il faut savoir que ça arrive à un moment où notre population a besoin d'un dirigeant qui trouve des solutions, qui règle les problèmes qui se présentent. Sauf que l'ancien président préfère tourner le dos à un problème plutôt que de le résoudre. Et je peux vous dire qu'il va parler beaucoup d'immigration ce soir, même quand ce n'est pas le sujet. Et je vais faire quelque chose d'assez inattendu. Je vais vous inviter à vous rendre à un meeting de Donald Trump. C'est très intéressant. Vous verrez, pendant ces meetings, il parle de personnages fictifs, Hannibal Lecter par exemple. Il parle de différents types de cancers et en fait, certaines personnes quittent ces meetings parce qu'ils sont épuisés et ils s'ennuient. Et vous pouvez être sûr qu'il ne parlera pas de vous. Vous ne l'entendrez pas parler de vos besoins, vos rêves, vos désirs. Et je crois que vous méritez un président qui vous accorde la priorité et je m'engage à le faire. Vice-président Harris, merci. Président Trump, j'aimerais avoir votre réponse sur ce point. J'aimerais bien répondre. J'aimerais vous demander tout d'abord, pourquoi avez-vous tenté d'abroger cette loi? Alors la première chose sur laquelle je veux répondre, c'est sur les réunions que j'organise. Les gens vont même pas aux siennes. Et les gens qui viennent à ces congrès, ces conférences, c'est des gens qui arrivent en bus. Et tout ça est
organisées en coulisses. Mais les gens ne partent pas des réunions que moi j'organise. D'ailleurs, on a le plus grand nombre de participants dans l'histoire de notre pays parce que chacun, dans les conférences que j'organise, veut reprendre le destin du pays en main. Et puis il voit bien ce qui s'est passé depuis 3-4 ans. On va s'orienter vers la Troisième Guerre mondiale. Quand on voit ce que l'administration actuelle a fait à ce pays avec des millions et des millions de personnes qui rentrent dans notre pays illégalement, et regardez ce qui se passe dans les villes à travers les États-Unis. Et c'est pas juste Aurora et Springfield, il y a beaucoup de villes qui ne veulent pas en parler de ces problèmes-là de violence parce qu'ils sont trop embarrassés. À Springfield, on est en train de manger les chiens, manger les chats. Ces immigrés qui viennent, ils sont en train de manger les animaux domestiques des Américains qui habitent là. Voilà ce qui se passe dans notre pays-là. Et c'est une honte. Maintenant, pour ce qui est des réunions que j'organise, écoutez, les gens sont là parce qu'ils veulent écouter ce que j'ai à dire et parce qu'ils veulent que l'Amérique retrouve sa grandeur. Elle est en train de détruire ce pays. Et si elle est élue, on n'aura aucune chance. On deviendra le Venezuela x10. Vous parlez de Springfield et Ohio. ABC News a parlé au maire de cette ville et qui a affirmé qu'il n'y avait pas d'actualité spécifique sur les animaux qui étaient consommés par des personnes. Mais à la télé, il y a des gens qui disent que leur chien a été mangé. Donc peut-être que lui, il a dit ça. Formidable, très bien. Mais en tout cas, à la télévision, on voit des gens qui disent que leurs chiens, leurs animaux ont été mangés. Encore une fois, le maire de la ville dit qu'il n'y a pas de telle actualité. Alors là, c'est extrême. Voilà une des raisons pour lesquelles, pour cette élection, j'ai reçu le soutien de 200 républicains qui avaient travaillé aux côtés du président Bush, de Mitt Romney, de John McCain. J'ai même reçu le soutien de l'ancien vice-président Dick Cheney et de la membre du Congrès Liz Cheney. Et si vous voulez savoir qui est l'ancien président, au cas où vous n'auriez pas compris, demandez à ceux qui ont travaillé avec lui. Son ancien chef de cabinet, un général décoré de 4 étoiles, a dit qu'il était une menace pour la Constitution. Son ancien conseiller de sécurité nationale a dit qu'il était dangereux et inadapté. Son ancien ministre de la Défense a dit que la nation et la République ne survivraient jamais à un nouveau mandat de Donald Trump. Et quand on écoute ce genre de discours, alors qu'on connaît les problèmes qui touchent le peuple américain et que ces problèmes ne sont pas du tout abordés, on sait ce qui est clair. Président Trump, vous avez une minute pour répondre. Merci beaucoup. Et j'en ai besoin parce que quand j'entends ça, je suis outré. Moi, les personnes dont elles parlent, je les ai renvoyées. Et eux, ils n'ont renvoyé absolument personne. Ils ont viré personne. Ceux qui ont raté la sortie d'Afghanistan, notre retrait d'Afghanistan, avec les personnes qui ont été tuées. Moi, j'ai rencontré les familles, les parents, etc. Tous ces généraux-là auraient dû être virés immédiatement parce que c'est une des situations qui a été le plus mal gérée dans l'histoire de notre pays. Donc quand quelqu'un fait mal son travail, moi, je les vire. Quand on regarde Asper, par exemple, je l'ai viré. Après, il a écrit un livre. Et puis avec un autre, c'était pareil. Puis lui aussi, il a écrit un livre. Parce qu'avec moi, quand je les vire, ils peuvent écrire un livre. Toujours est-il que eux, il y a plein de gens incompétents qu'ils n'ont jamais viré. Regardez le niveau d'inflation. Ils ont viré aucun économiste. C'est les mêmes qui sont à la barre depuis le début. Évidemment, il n'y a personne qui écrit des livres incendiaires derrière. En tout cas, moi, j'ai récolté plus de votes que n'importe quel républicain dans l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai rassemblé plus de votes que n'importe quel président dans l'histoire, et de loin. On va continuer sur l'immigration, c'est le sujet que vous vouliez aborder. Passons sur les propositions de déportation. Président Trump, vous appelez cela la plus grande opération de déportation de l'histoire du pays. La garde nationale sera utilisée notamment. Il n'y aura pas de problème pour utiliser effectivement la police locale. Comment déporteriez-vous 11 millions de personnes sans papier? Vous dites qu'il y en a plus, effectivement. Comment pensez-vous procéder?
Alors le chiffre est beaucoup plus élevé à cause de eux, à cause des démocrates. Il y a des millions de criminels qui rentrent, il y a des terroristes qui rentrent dans notre pays. On a des dealers de drogue qui rentrent dans notre pays, des trafiquants de toutes sortes qui arrivent aux États-Unis et qui s'entendent dire de la part de leur pays, le Venezuela, surtout ne rentrez pas dans votre pays d'origine. Et d'ailleurs, le niveau de criminalité au Venezuela et ailleurs est en train de baisser. Vous savez pourquoi? Parce que tous les criminels ont été exportés aux États-Unis et elle leur a ouvert la porte. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs que l'on puisse faire. Ces immigrés sont en train de détruire notre pays de l'intérieur. On n'a jamais vu une telle inondation de gens venant de l'étranger. C'est des millions de personnes qui rentrent et des gens du monde entier. Et on voit bien que la criminalité dans le monde entier baisse et ici, elle augmente. Tout simplement parce qu'ils nous exportent leurs meilleurs criminels. Et il y a un nouveau type de crime, c'est le crime d'immigrés. Et ça se fait à des niveaux très élevés. Président Trump, le FBI affirme au contraire que la criminalité baisse. Non, le FBI a menti. Le FBI n'a pas parlé des pires villes dans son enquête et pas parlé des villes où le niveau de criminalité est le plus élevé. C'était un mensonge, comme d'ailleurs le nombre de millions d'emplois créés, qui était un mensonge. Merci, je vais vous laisser répondre, Mme Harris. Alors là, c'est intéressant pour quelqu'un qui est poursuivi en justice pour des crimes de sécurité nationale, des crimes économiques, ingérence électorale. Vous avez été reconnu coupable d'agression sexuelle et la prochaine apparition qu'il fera au tribunal se déroulera en novembre pour la déclaration de la peine en pénal. Donc, soyons clairs, voyons nos positions respectives vis-à-vis du respect de l'état de droit et des forces de l'ordre. L'ancien président a appelé à retirer les financements de 45 000 membres des forces de l'ordre le jour après sa condamnation pour 34 chefs d'accusation. Donc, pour cette élection, il faut tourner la page, il faut avancer, mettre fin à ce vieux discours et régler les problèmes du peuple américain. Il faut régler la pénurie de logements. J'ai un plan. Il faut régler le problème les problèmes des petites entreprises. Il faut faire baisser les prix du panier de courses. Franchement, le peuple américain est fatigué d'entendre le même discours. Merci, vice-président Harris. Alors, pardon, chacun de ces cas vient en fait d'eux. Et d'ailleurs, c'est moi qui gagne dans la plupart de ces affaires. Et puisque je n'ai pas gagné tout de suite, je le gagnerai en appel. Et donc, je suis blanchi dans la plupart de ces affaires qui sont utilisées contre moi. C'est tout le système de justice qui m'attaque. On voit avec Fani Willis, on le voit avec le procureur général de New York, le procureur de New York aussi. On voit que dans chacune des affaires, elles sont montées de toutes pièces pour pouvoir m'étiqueter comme étant un criminel. Et d'ailleurs, Joe Biden a été reconnu coupable des documents qu'il gardait chez lui. Et moi, j'ai été complètement blanchi, une victoire complète. Donc on se sert du système de justice comme une arme contre moi, parce qu'ils veulent gagner l'élection. Président Trump, merci. Bref réponse de vice-présidente Harris sur cette utilisation comme arme. Je comprends bien le contexte de cette élection pour 2024. La Cour suprême des États-Unis vient de statuer que l'ancien président serait exempt de toute poursuite s'il revenait au pouvoir. Et il a dit ouvertement qu'il allait mettre fin à la Constitution américaine. Il compte instrumentaliser le ministère de la Justice contre ses opposants politiques. Il a aussi ouvertement affirmé son dédain pour les membres de nos forces armées. Comprenez bien ce qui se passerait si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche sans garde-fou. On sait très bien maintenant que la Cour suprême ne l'arrêtera pas. On sait que J.D. Vance ne l'arrêtera pas. Donc maintenant, c'est au peuple américain de le faire. Madame la vice-présidente Harris,
C'est cette personne qui a instrumentalisé le système de justice contre moi. D'ailleurs, j'ai même pris une balle ou failli prendre une balle à la tête à cause de ce qu'ils disent à mon sujet. Ils parlent de démocratie, que moi je suis une menace à la démocratie. Mais non, c'est eux la menace à la démocratie avec leur enquête sur la Russie qui n'a rien donné. Oui, nous avons beaucoup de choses à aborder. Madame la vice-présidente Harris, la dernière fois que vous avez couru pour la présidentielle, vous vouliez interdire la fracturation hydraulique. Maintenant, vous avez changé d'avis. Vous étiez en faveur d'une interdiction pour les armes d'assaut. Maintenant, vous dites que vous êtes contre. Maintenant, vous adoptez une... Vous dites que vos valeurs n'ont pas changé. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de vos positions politiques ont changé? Mes valeurs n'ont pas changé. Et je vais vous parler de chacun des éléments dont vous avez parlé. D'abord, parlons de fracturation hydraulique puisqu'on est en Pennsylvanie. J'ai été claire en 2020, je ne vais pas interdire la fracturation hydraulique. Je ne l'ai pas fait en tant que vice-présidente des États-Unis et d'ailleurs, j'ai ajouté mon vote décisif sur la loi sur la réduction de l'inflation pour accorder de nouveaux permis de fracturation hydraulique. Nous allons investir dans des sources d'énergie diversifiées pour réduire notre dépendance au pétrole étranger et nous avons connu la plus haute hausse de production nationale de pétrole de notre histoire car nous comprenons qu'on ne peut pas dépendre du pétrole étranger. Concernant mes valeurs, j'ai grandi dans la classe moyenne. Ma mère était très travailleuse. Elle a travaillé, elle a épargné. On a pu acheter notre première maison quand j'étais adolescente. Les valeurs que je propose pour la propriété, eh bien, ça veut dire que tout le monde n'a pas eu des millions de dollars sur un plateau d'argent et n'a pas déclaré faillite 6 fois. Moi, j'ai des valeurs et je dis qu'on va travailler avec le secteur privé et les constructeurs immobiliers pour ajouter 3 millions de logements supplémentaires au marché au cours de mon mandat. Et moi, j'ai eu une amie au lycée qui avait subi des violences sexuelles de la part de son beau-père. Et moi, je compte protéger les femmes et les enfants de la violence. Et ça, c'est ancré dans mes valeurs de défense des plus vulnérables. Mon travail consiste à protéger la sécurité sociale, l'assurance maladie. Et tout ça, ça s'inspire d'un travail de longue date. Je protège aussi les consommateurs des escroqueries. Mes valeurs n'ont pas changé. Et l'important, c'est qu'il y a un président l'important, c'est qu'il y ait un président qui propose des valeurs, qui tire les gens vers le haut au lieu de les pousser vers le bas, au lieu de les insulter. On mesure un dirigeant à sa compréhension du fait qu'il ne faut pas pousser les gens vers le bas, il faut les tirer vers le haut et j'ai l'intention de le faire. Monsieur le Président Trump. Bon, déjà, on ne m'a pas donné 400 millions de dollars. J'aurais bien aimé. Mon père était promoteur immobilier à Brooklyn. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Mais en fait, on m'a donné beaucoup moins. Et surtout, j'ai fait fructifier ça. Et j'ai fait des milliards de dollars. Et les gens sont même surpris à quel point j'ai bien réussi. Donc, on peut parler de ça. Maintenant, pour la fracturation hydraulique, elle est contre depuis maintenant 12 ans. Retirer les budgets à la police, elle est pour ça depuis des années. Et elle a fait volte-face sur tous ces sujets-là. Et tout le monde d'ailleurs rit d'elle à ce sujet-là. Elle a fait volte-face sur 12, 15 sujets différents. Elle voulait retirer le budget pour la police. C'est moi qui parle, si ça ne vous dérange pas. Ça vous rappelle quelque chose? Elle est allée à Minnesota et il y a des criminels qui tuaient des gens, qui ont brûlé des bâtiments à Minneapolis. Elle voulait les faire sortir de prison. Elle a fait des choses complètement impensables. Et maintenant, elle veut permettre des opérations transgenres sur des immigrés qui sont en prison. Ça, c'est radical. Elle veut aussi vous confisquer vos armes à feu et elle interdira la fracturation hydraulique en Pennsylvanie. Si elle est élue, plus de fracturation hydraulique ici. Et puis, un dernier sujet très important à mes yeux. Alors, moi, j'ai permis au secteur pétrolier de se développer pendant mon administration. Et puis, petit à petit, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a vu que le prix du pétrole a augmenté et ils ont complètement abandonné le secteur pétrolier. Moi, j'aurais été 4 ou 5 fois mieux, parce qu'on parle de ça il y a 3-4 ans.
Ils ont retrouvé le même niveau qu'au moment de mon administration parce que le prix de l'énergie a doublé, triplé, quadruplé pour ce qui est du pétrole. Donc ils sont revenus à mes mesures. Mais si elle était élue, le lendemain, ils se mettront à détruire notre pays. On n'aura plus que des éoliennes et des panneaux solaires où il nous faudrait un désert entier. Vous avez déjà vu d'ailleurs des panneaux solaires. Moi, j'aime beaucoup ça, mais ça prend des centaines et des centaines d'hectares dans le désert, donc ça ne peut pas marcher. Continuer. Merci. Merci. Nous avons une élection dans 56 jours. Et j'aimerais parler de la passation paisible du pouvoir, qui est un élément clé de notre démocratie. Et cela concerne le rôle du président dans une démocratie. Le 6 janvier 2021, vous avez dit que vous serez avec ces citoyens qui choisiront d'attaquer le Capitole. Les aides de la West Wing ont affirmé que vous aviez assisté à cela de votre poste de télévision en attendant 2 heures avant d'intervenir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez sur la façon dont les choses ont été menées ce jour-là? Alors, vous venez de dire quelque chose dont on ne parle pas. D'ailleurs, dans mon discours, j'ai dit qu'on allait rendre le pouvoir de manière paisible. Et d'ailleurs, personne n'a été tué. Il y a Babette qui a été tué par un officier de police. C'était évidemment une honte totale. Cette personne n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Mais quid des gens qui arrivent dans notre pays et qu'elle a laissé rentrer? Parce que c'est elle qui s'occupait de la frontière. Alors elle ne veut pas qu'on le rappelle parce que ça l'embarrasse. Et d'ailleurs, dès le début, elle m'a dit « Tiens, ça me surprend que vous ne parliez pas de la frontière. » Mais si elle ne veut pas en parler, c'est parce qu'elle sait qu'elle a fait du très mauvais travail. Quand est-ce qu'on va poursuivre ces personnes qui arrivent d'Amérique du Sud, mais aussi d'ailleurs? C'est des gens qui arrivent du monde entier. Du monde entier, ils arrivent chez nous. La criminalité est plus basse ailleurs et plus haute chez nous. Quand est-ce qu'on va poursuivre ces personnes-là en justice? Quand est-ce que les personnes qui ont brûlé Minneapolis ou Seattle, quand est-ce que ces personnes-là vont être poursuivies? Il y a des gens qui ont pris le contrôle de Seattle. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? J'aimerais simplement vous demander, vous étiez le président et vous avez vu les événements se dérouler sur la télévision. C'est une question très similaire pour l'élection à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez sur votre propre comportement ce jour-là? Écoutez, moi, je n'avais aucun lien avec cet assaut. On m'a demandé simplement de faire un discours. J'ai fait un discours et je suis allé voir Nancy Pelosi et le maire de Washington, D.C. Et le maire, comme vous le savez, a mis tout ça à l'écrit. Et moi, j'ai dit, écoutez, ça sera un énorme rassemblement. Enfin, vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui ai incité quoi que ce soit. Moi, j'ai dit qu'il fallait 10 000 soldats ou gardes nationaux pour protéger le Capitole. Et d'ailleurs, Nancy Pelosi et sa fille nous dit que c'est Nancy Pelosi qui est responsable de cet assaut-là. Cet assaut-là n'aurait pas eu lieu si Nancy Pelosi et le maire de Washington avaient fait son travail. C'est pas moi qui étais responsable de la sécurité, c'était Nancy Pelosi. La question portait sur vous en tant que président et non pas sur Nancy Pelosi. Mais j'aimerais que la vice-présidente Harris réponde. J'étais au Capitole le 6 janvier. Je venais d'être élue vice-présidente et j'étais aussi sénatrice. Donc j'étais là. Et ce jour-là, le président des États-Unis a encouragé une foule violente à prendre d'assaut le Capitole de notre nation, à profaner notre Capitole. 140 agents de police ont été blessés, certains sont décédés. Sachez que l'ancien président a été poursuivi en justice, il a été inculpé et il a fait l'objet de poursuites pour cette décision. Mais rappelons-nous aussi de Charlottesville. Une horde de personnes portant des torches ont défilé en prononçant des discours de haine antisémites. Et qu'est-ce qu'a dit le président à l'époque? Il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Rappelons-nous que lorsque la milice Proud Boys a été active, le président a dit « Soyez prêts ». Donc, quand on se rappelle du 6 janvier, si vous vous rappelez du 6 janvier, je vous dis, ne retournons pas en arrière, n'y retournons pas. Il est temps de tourner la page.
Et vous pouvez, si vous trouvez qu'il est allé trop loin, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une place pour vous dans notre campagne pour défendre notre pays, notre démocratie et l'état de droit. Et pour mettre fin au chaos et pour arrêter ces attaques au fondement de notre démocratie. Tout ça parce qu'il n'a pas apprécié le résultat. Comprenez bien que le candidat Donald Trump, pour cette élection, a affirmé qu'il réagirait si le résultat des élections ne le satisfaisait pas. Donc ne reproduisons pas la même chose, ne retournons pas en arrière, ouvrons une nouvelle voie pour l'avenir. Juste poursuivre. Alors, c'était un autre terme que j'ai utilisé et je parlais du secteur énergétique quand je parlais de bain de sang. Ensuite, sur Charlottesville, cette histoire, comme vous le dites souvent, elle a été prouvée fausse. Sean Hannity, plein d'autres personnes ont parlé de cet événement-là et on voit bien que aussi chacun des journaux ont prouvé que ce qu'ils racontent n'est pas vrai, comme le projet 2025 et tout le reste ce dont il parle. Pour revenir sur le Capitole, pourquoi est-ce qu'on permet à des millions et des millions de personnes de passer par notre frontière sud? Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait? Moi, ce que je ferais, j'en serais fier, c'est qu'on pourrait quitter ce débat maintenant. Et j'aimerais qu'elle aille à Washington DC plutôt que d'être ici parce qu'elle est tellement mauvaise, elle perd son temps ici. Qu'elle aille à Washington et qu'elle signe un projet de loi pour fermer cette frontière. On n'a pas besoin de passer par le Congrès. On peut réveiller le président à 4 heures de l'après-midi et lui dire « Signez ce décret présidentiel ». S'il veut fermer la frontière, il n'a qu'à le dire aux gens qui patrouillent à la frontière et elle sera fermée. Oui, nous avons parlé d'immigration. J'aimerais me concentrer maintenant sur cette autre problématique, celle de la vérité. Pendant 3 ans et demi après votre défaite présidentielle, vous avez affirmé à tort que vous aviez remporté une victoire éclatante. Vous avez dit récemment que vous aviez perdu d'un cheveu. Et est-ce que vous reconnaissez que vous avez perdu l'élection en 2020? Non, pas du tout. C'était ironique. Je dis non, on a perdu d'un cheveu, mais c'était dit avec beaucoup d'ironie. En fait, toutes les preuves sont là, il suffit de les regarder. C'est les législateurs qui auraient dû approuver ça. J'ai reçu 75 millions de voix, un record, et ensuite on m'a dit que j'avais 63 millions comme en 2016. Les élections, il ne faut plus que les gens pensent que c'est truqué. Il nous faut 2 choses. Il nous faut un mur à la frontière et il nous faut des élections transparentes. Nos élections ne sont pas bonnes. Et d'ailleurs, beaucoup de ces immigrés qui viennent de l'étranger votent. Ils ne parlent pas anglais, ils ne savent même pas dans quel pays ils atterrissent, mais les démocrates veulent que ces immigrés illégaux votent. Oui, je regardais toutes ces vidéos. Je n'ai pas tenté d'être sarcastique et j'aimerais simplement clarifier, et vous le savez très bien, que 60 affaires ont été... Aucun juge n'a regardé ça. Aucun juge n'a regardé ça. Il a été question de technicalité, de choses comme ça. Imaginez un système où, dans une élection, on n'est même pas capable de faire la lumière sur la vérité. Écoutez, faites une émission spéciale sur les faits, sur la réalité, sur la Géorgie, Wisconsin, la Pennsylvanie et ailleurs. On a tellement de faits, de statistiques, etc. et de preuves, mais peu importe au final. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, un problème qui est ancien, c'est que l'on a une nation qui est sur le déclin, déclin qui a été amorcé par les démocrates. Monsieur le Président, merci. Vice-présidente Harris, vous avez entendu président Trump n'avoir pas dit apparemment qu'il avait perdu l'élection d'un cheveu. Et donc, il affirme ne pas avoir perdu l'élection qui a été remportée par vous et Joe Biden. Et pour parler justement de cette élection à venir, il affirmait lorsque je gagnerai, les personnes qui ont triché seront
condamnés à des peines de prison avec toute la vigueur de la loi. Pensez-vous qu'il tente de supprimer des votes? Donald Trump a été renvoyé par des millions de personnes, et soyons clairs, 81 millions de personnes, et il a vraiment du mal à l'accepter. On ne peut pas se permettre d'avoir un président des États-Unis qui essaie, comme il l'a fait par le passé, de contester la volonté du peuple américain dans une élection libre et équitable. J'ai voyagé dans le monde entier en tant que vice-présidente. Les dirigeants du monde entier se moquent de Donald Trump. J'ai parlé avec des chefs militaires. Certains ont travaillé avec vous. Ils ont dit que vous étiez une honte. Et dans un débat présidentiel, vous niez ce que de nombreuses décisions judiciaires ont affirmé, à savoir que vous avez perdu cette élection. Eh bien, j'ai l'impression que le candidat qui se trouve à ma droite n'a pas le tempérament ou la capacité de ne pas être confus lorsqu'il regarde les faits. Et c'est très perturbant. Je crois que le peuple américain mérite mieux. Je vous donne 1 minute pour répondre. Alors un mot sur les chefs d'État du monde entier. Viktor Orban, un des hommes les plus respectés au monde, quelqu'un qui est extrêmement fort et très intelligent, qui est Premier ministre de Hongrie. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que le monde est en proie aux guerres aujourd'hui alors qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le cas? Il a dit tout simplement parce qu'il faut que Trump soit président. Le monde avait peur du président Trump. La Chine avait peur, c'est ses paroles, pas les miennes. La Chine avait peur de Trump. La Corée du Nord avait peur de Trump. Regardez ce qui se passe avec la Corée du Nord aujourd'hui. Il a aussi dit que la Russie avait peur de moi. Le pipeline Nord Stream 2, moi je l'ai interrompu et Biden l'a rouvert dès qu'il a pris ses fonctions. Et il a interrompu le pipeline qui partait de nous, notre pays. Le pipeline européen qui partait de la Russie, qui approvisionnait toute l'Europe, lui il l'a rouvert et il a fermé le nôtre. Viktor Orban l'a dit, la personne qui est la plus crainte, la plus respectée est Donald Trump. On n'avait aucun problème avec Donald Trump, mais quand on a un homme faible et pathétique, comme vous l'avez vu il y a quelques semaines au débat, lui, il a reçu 14 millions de votes, elle, aucun. Vous parlez de menace à la démocratie, lui, il a 14 millions de votes et il a été mis à la porte. Et sachez quoi? Sachez que aussi le président déteste Madame Harris. Il a été mis à la porte avec 14 millions de votes et elle a 0 vote et pourtant elle est candidate. Et aux primaires, c'était la première à quitter la scène parce qu'elle a été une perdante. Votre temps est écoulé. Si l'on passe maintenant de la guerre israélo-palestinienne, les otages, avec des Américains parmi eux qui sont toujours en détention, vous avez dit qu'Israël avait le droit à se défendre, mais que la façon de se défendre est importante. Vous avez dit qu'Israël devait faire davantage pour protéger des civils innocents. Il y a maintenant 40 000 Palestiniens décédés et il reste encore des centaines d'otages. Monsieur Netanyahu a dit que vous n'arrivez pas à trouver un compromis. Comment est-ce que vous pensez trouver un compromis? Comprenons comment on en est arrivé là. Le 7 octobre, le Hamas, une organisation terroriste, a massacré 1200 Israéliens, de nombreux jeunes qui étaient simplement à un concert, des femmes qui ont été violées de manière atroce. Donc oui, je l'ai dit avant, je le dis maintenant, Israël a le droit de se défendre et nous on le ferait aussi. Mais la façon dont Israël le fait est importante parce que c'est vrai aussi que beaucoup trop de Palestiniens innocents ont été assassinés, des enfants, des mères. Et on sait que cette guerre doit prendre fin. Cette guerre doit cesser immédiatement. Et la seule façon d'y arriver, c'est un accord de cessez-le-feu et une libération des otages. Nous allons continuer à travailler jour et nuit pour y arriver. Et on va aussi essayer de définir une voie pour une solution à 2 États. Et pour cette solution, il faut que le peuple israélien et Israël soient en sécurité, mais aussi les Palestiniens. Et
Je donnerai toujours à Israël la capacité de se défendre, surtout vis-à-vis de l'Iran et toute menace que l'Iran et ses alliés présentent pour Israël. Mais nous devons absolument avoir une solution à deux États où on peut reconstruire Gaza, où les Palestiniens peuvent avoir la sécurité, l'autodétermination et la dignité qu'ils méritent. Monsieur le Président Trump, comment est-ce que vous négocieriez avec Netanyahou et également le Hamas pour faire sortir les otages et empêcher de tuer davantage de civils? Si j'avais été président, déjà, on n'aurait jamais eu cette guerre-là. La Russie, d'ailleurs, n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Je connais très bien le président Poutine et pendant mon mandat, il n'y avait aucune menace de la Russie contre l'Ukraine. Et pourtant, on a des millions de personnes qui sont mortes en Ukraine, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, quand elle parle d'Israël, on se rend compte d'une chose, c'est qu'elle déteste Israël. Elle ne voulait même pas rencontrer Netanyahou quand il était au Congrès pour faire un discours. Elle a refusé de le rencontrer parce qu'elle était à une réunion pour la sororité. Elle déteste l'Israël. Et moi, je pense qu'Israël risque de disparaître au bout de 2 ans si elle est présidente. Et je me trompe rarement, même si là, j'aimerais. Et elle déteste aussi les populations arabes parce que toute la région va exploser. Les Arabes, les Juifs, Israël va disparaître. Bref, tout cela ne serait pas passé sous mon mandat. L'Iran était un pays brisé, mais toutes les sanctions que j'avais imposées ont été levées. L'Iran n'avait aucun argent pour financer le Hamas, le Hezbollah et toutes ces sphères et ces nébuleuses terroristes. Il n'y avait pas d'argent pour financer ces groupes terroristes. D'ailleurs, vous avez fait des émissions là-dessus. Il n'y avait pas d'argent pour financer le terrorisme. Maintenant, ce pays, l'Iran, est un pays riche. Et ce qu'ils font de cet argent, eh bien, c'est de financer les organisations terroristes. Regardez ce qui se passe avec les Houthis au Yémen. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Rien de tout ça ne se serait passé sous mon mandat, sous mon administration. Et avant même de devenir président, si je suis élu, je réglerai le problème. Harris, Trump dit que vous détestez Israël. Faux. Toute ma carrière et toute ma vie, j'ai soutenu Israël et le peuple israélien. Il le sait très bien. À nouveau, il essaie de semer la division et de distraire le public par rapport à la réalité. On sait très bien que Donald Trump est faible et il a tort vis-à-vis de la sécurité nationale et la politique étrangère. On sait très bien qu'il admire des dictateurs. Il veut devenir dictateur le premier jour de son mandat, il l'a dit lui-même. On sait tous qu'il a dit de Poutine qu'il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait en Ukraine. On sait très bien aussi qu'il a dit que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, c'était formidable. On sait qu'il a échangé des lettres d'amour avec Kim Jong-un. Et on sait parfaitement que ces dictateurs et ces autocrates souhaitent qu'il redevienne président. Ils souhaitent que vous soyez président à nouveau parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent vous manipuler avec des flatteries, avec des services rendus. Et c'est pour ça que beaucoup de dirigeants militaires avec lesquels vous avez travaillé m'ont dit que vous étiez une honte. C'est pour ça que nous savons qu'il faut qu'on ait un président qui n'est pas faible et qui ne se trompe pas sur la sécurité nationale et surtout l'importance de défendre et de respecter nos forces armées. Madame la vice-présidente Harris, merci. Alors c'est eux et c'est elles qui sont en réalité faibles d'un point de vue de la sécurité nationale. Toutes les nations du monde entier, 168 pays du monde entier, ont envoyé leurs criminels chez nous, moyennant quoi les taux de criminalité sont bas chez eux. Poutine a dit, j'espère que c'est Harris qui gagnera, parce que lui, il s'en tire plutôt bien. Il a mené une guerre grâce à Biden. Ça ne se serait pas passé avec moi. Les chefs d'État d'autres pays pensent qu'ils sont faibles et incompétents. Et ils le sont incompétents. Et j'aimerais poser une question. Pourquoi est-ce que Biden a tué le pipeline Keystone et pourquoi est-ce qu'il a permis à Nord Stream 2, le pipeline russe qui alimente toute l'Europe, d'exister? Tout simplement parce qu'ils sont faibles et inefficaces. Merci. Il y a encore beaucoup de questions que nous reviendrons après la pause publicitaire sur ce débat présidentiel.
vote aux grands électeurs. La position de l'administration Biden a été de défendre l'Ukraine face à la Russie, défendre la souveraineté et la démocratie. Et si Poutine gagne, il pourrait entraîner d'autres pays dans le conflit. Vous avez affirmé pouvoir résoudre ce conflit en 24 heures. Et j'aimerais vous poser une question très simple. Voulez-vous que l'Ukraine gagne cette guerre? Moi, je veux surtout que la guerre s'arrête et qu'on sauve des vies, parce qu'il y a des vies qui sont enlevées par millions, des millions de personnes meurent au front. C'est bien plus que les chiffres faux qu'on vous donne dans la presse et les médias. Ça nous coûte 250 milliards parce que l'Ukraine ne demande pas à l'Europe de contribuer, alors que c'est l'Europe qui est la première concernée. Il donne 150 milliards de moins que nous parce que Biden et vous n'avez pas le courage de demander à l'Europe de payer. Moi, je l'ai fait pour l'OTAN et il y a des centaines de milliards qui ont été payés par l'Europe parce que j'ai dit, si vous ne payez pas, on ne vous protégera plus. Peut-être que c'est pour ça qu'ils m'aiment moins bien que vous, les faibles. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe, ça va nous coûter 250, 270 milliards de dollars et l'Europe, ça leur coûte 100, 150 milliards. Il faudrait qu'on fasse moitié-moitié. Maintenant que cela est dit, je veux terminer la guerre. Je connais bien Zelensky et Poutine. J'ai une bonne relation avec les deux et ils respectent votre serviteur, votre président, mais ils ne respectent pas Biden. Et pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il le respecterait? Il n'a même pas donné un coup de fil à Poutine. Il a parlé à personne depuis 2 ans. C'est une guerre qui ne demande qu'à s'arrêter. Et moi, je l'arrêterai immédiatement. Le jour où je serai élu, je parlerai à l'un puis à l'autre, je les rassemblerai. Et cette guerre, elle n'aurait jamais éclaté sous ma présidence. Et j'ai vu Poutine, après avoir quitté la présidence, quand j'ai vu qu'il alignait ses soldats sur la frontière, Biden pensait qu'il était en train de négocier. En fait, ce n'était pas vrai du tout. Biden n'avait pas la moindre idée de comment s'adresser à Poutine et comment arrêter cette guerre. Et maintenant, on a des millions de morts et ça va ne faire qu'empirer et ça pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. Là, on est en train de jouer avec potentiellement la Troisième Guerre mondiale à la clé. Et notre président, il est où? On ne sait même pas où il est. Juste pour clarifier, ils l'ont viré de la campagne comme un chien et on ne sait même pas si c'est notre président. Mais on a un président qui ne sait même pas qu'il est vivant. Votre temps est écoulé. Juste pour clarifier la question, pensez-vous que c'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine remporte cette guerre? Je pense que c'est bon pour les États-Unis de terminer cette guerre et qu'il y ait un accord de paix, parce qu'il faut qu'on arrête de voir des millions de personnes mourir au front. Vos opinions sur le soutien à l'Ukraine, vice-président Harris, et en tant que commandeur en chef, si vous êtes élu, que feriez-vous avec Vladimir Poutine? Et cela serait-il différent de ce que fait le président Biden? D'abord, rappelons à l'ancien président qu'il n'est pas dans cette élection contre Joe Biden, mais contre moi. Et je crois que Donald Trump dit que cette guerre prendrait fin en 24 heures parce qu'il se retirerait, il abandonnerait. Moi, j'ai rencontré Zelensky quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine et ne cherche à changer les frontières territoriales par la force en violant l'une des règles internationales les plus importantes, à savoir la souveraineté et l'intégrité territoriale. J'ai rencontré donc le président Zelensky. Je lui ai transmis des renseignements américains sur les façons dont il pouvait se défendre. Quelques jours plus tard, je suis allée à l'est de l'OTAN, en Pologne et en Roumanie, et j'ai rassemblé 50 pays aux côtés de mes collègues. Nous avons soutenu l'Ukraine dans sa cause juste pour se défendre et grâce à notre soutien, grâce à la défense aérienne, grâce aux munitions, à l'artillerie, les Javelin, les tanks, Abrams, nous avons pu permettre à l'Ukraine de rester indépendante et libre. Si Trump avait été président, Poutine serait à Kiev à présent.
Et comprenez bien que le projet de Poutine n'est pas seulement l'Ukraine. Pourquoi est-ce que nos alliés de l'OTAN et nos alliés européens sont contents que vous ne soyez plus président? Parce que nous comprenons l'importance de la plus grande alliance militaire au monde, à savoir l'OTAN. Nous avons préservé les capacités de Zelensky et des Ukrainiens pour lutter pour leur indépendance. Sinon, Poutine serait à Kiev et serait en train de se tourner vers le reste de l'Europe, en commençant par la Pologne. Et il y a 800 000 Américains d'origine polonaise qui sont ici en Pennsylvanie et vous les abandonneriez parce que vous auriez des services rendus de la part d'un dictateur, vous le savez. Merci, nous avons entendu vos deux avis sur l'Ukraine. Il y a l'Afghanistan également. Et j'aimerais rebondir sur... S'il vous plaît, je vous donnerai une minute. Alors, Poutine serait à Moscou et il n'aurait pas perdu 300 000 hommes et femmes au combat. Il serait, silence s'il vous plaît, il serait à Moscou tranquillement et beaucoup plus heureux qu'il ne l'est aujourd'hui si j'étais président. Et sachez qu'il a aussi les armes nucléaires. Ça, personne n'en parle. Personne n'en parle des armes nucléaires à la disposition de Poutine. Peut-être qu'il s'en servira, peut-être pas, peut-être qu'il a été menaçant, peut-être qu'il le sera plus, mais il a les armes nucléaires, il a le feu nucléaire et personne n'aime en parler. En tout cas, comprenez bien une chose, c'est qu'on a envoyé Mme Harris négocier la paix et 3 jours après, la guerre a commencé. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'était finalement un message de faiblesse, un message stupide. Cette guerre, elle n'aurait jamais dû commencer. Elle était l'émissaire, c'est elle qui est partie négocier avec Zelensky et Poutine et cette négociation a échoué et a conduit à la guerre. Voilà le genre de talent que l'on a à bord avec elle. Elle est pire que Biden. Moi, je pense qu'il est pire président de notre histoire, mais elle, c'est la pire vice-présidente des États-Unis de toute notre histoire. Et puis notez aussi que c'est une très mauvaise négociatrice. Ils l'ont envoyée négocier et dès qu'elle est partie, Poutine a envahi. Merci, Président. Vous avez dit qu'elle allait négocier avec Vladimir Poutine. Vice-présidente Harris, avez-vous rencontré Vladimir Poutine? Je vous avais prévenu, vous alliez entendre de nombreux mensonges de la part de cette personne et c'en est encore un. Quand j'ai rencontré le président Zelensky, je ne le connaissais pas beaucoup, mais j'ai défendu la position que doit défendre l'Amérique. Les États-Unis doivent être un pays qui défend les règles internationales, qui montre de la force et qui comprend que les alliances qui sont tissées au niveau international dépendent de notre capacité à veiller sur nos amis au lieu de rendre service à nos ennemis, parce que vous adorez les hommes forts au lieu de vous intéresser à la démocratie. Et voilà ce qui est en jeu ici. Le président des États-Unis est commandant en chef, chef des armées, et le peuple américain a le droit de pouvoir compter sur un président qui comprend l'importance du rôle et de la responsabilité des États-Unis. En termes de stabilité, nous devons garantir la stabilité, défendre nos principes et surtout ne pas vendre nos principes pour la flatterie personnelle. On parlait de l'Ukraine et Vladimir Poutine. J'aimerais parler de l'Afghanistan à présent. Pour la première... Un instant. On a dit d'ailleurs que Trump a fait la chose la plus incroyable qu'on a jamais vue. Il a permis à ces 28 pays à l'époque de payer. Ça, c'était pour l'OTAN. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui a dit ça. Je n'avais jamais vu ça. Pendant des années, on a payé quasiment la totalité du budget de l'OTAN. Les Européens nous bernaient complètement d'un point de vue commercial et au budget de l'OTAN. Et on a dit, si on ne paye pas, on ne vous protégera pas. Et le secrétaire général de l'OTAN a dit que c'était un des renversements les plus incroyables qu'il ait jamais vu. L'Afghanistan maintenant, un sujet qui a été abordé lors de la première partie du débat. La vice-présidente Harris a mentionné la mort d'un soldat en Afghanistan. Pensez-vous avoir une responsabilité dans la manière dont le retrait a été organisé?
Je suis tout à fait d'accord avec la décision qui a été prise par le président Biden, la décision de se retirer. 4 présidents ont promis de le faire, Joe Biden l'a fait, et le contribuable américain ne paie plus 300 millions de dollars par jour pour financer cette guerre inutile. Et à ce jour, aucun soldat américain n'est en service actif dans une zone de combat ou dans une zone de guerre dans le monde. Et c'est la première fois depuis un siècle. Comment en sommes-nous arrivés là? Lorsque Donald Trump était président, il a négocié l'un des accords les plus médiocres possibles. Il se revendique comme grand négociateur d'accords et pourtant même son conseiller de sécurité nationale a affirmé que cet accord était mauvais. Il a outrepassé le gouvernement afghan. Il a négocié directement avec l'organisation des talibans, une organisation terroriste. 5000 terroristes talibans ont été libérés dans le cadre de cet accord. Et à l'époque, le président a invité les talibans à Camp David, un lieu qui a une signification historique pour les États-Unis. C'est un lieu où on rend hommage à la diplomatie américaine. C'est un lieu où on invite et on reçoit des dirigeants mondiaux respectés. Et cet ancien président, pendant son mandat, a invité les talibans à Camp David parce que, encore une fois, il ne comprend pas le rôle et la responsabilité du président des États-Unis. Le président des États-Unis doit être commandant en chef et doit être respecté. Et c'est pourquoi il a dénigré constamment les soldats, notamment les soldats décédés. Et nous devons défendre et respecter la force des forces armées américaines dans le monde. Votre réponse. Vous affirmez avoir entamé les négociations, président Trump. Alors quand on regarde cette époque-là, on voit que les talibans étaient en train de tuer nos soldats avec des snipers. Donc j'ai échangé avec les talibans parce que c'était eux qui tuaient les soldats américains. Alors oui, j'ai engagé un dialogue et Abdul est le chef des talibans et il est toujours. Et je lui ai dit, écoutez, arrêtez immédiatement parce que sinon il y aura des problèmes. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que M. Trump, vous m'envoyez une photo de ma maison? J'ai dit, bah, vous n'avez qu'à deviner. Et pendant 18 mois, personne n'a été tué. Mike Pompeo a négocié un très bon accord. C'était un accord qui est très bon parce qu'on aurait pu faire un retrait plus rapide d'Afghanistan, on n'aurait pas abandonné autant d'Américains sur place, ça n'aurait pas été aussi chaotique et surtout, on n'aurait pas laissé 85 millions de dollars d'équipement derrière nous. Donc ils ont complètement raté cette sortie d'Afghanistan. L'accord stipulait qu'il fallait faire ceci, cela et tout ça dans l'ordre et ils ne l'ont pas fait. Cet accord, il n'a pas du tout été suivi par les démocrates. Et les démocrates ont présidé le pire retrait, la pire sortie d'un pays à un moment très embarrassant. Et c'est là que la Russie a attaqué l'Ukraine puisqu'ils ont vu l'incompétence de cette administration. On va maintenant passer aux relations raciales en politique. Vous avez dit récemment, je ne savais pas que Kamala Harris était noire jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle veut être connue en tant que noire. J'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire d'aborder l'identité mais non, raciale? en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Vous en faites tout un plat alors que moi, je m'en fiche complètement. Elle peut être ce qu'elle veut. Mais c'était vos propos. Écoutez, je n'en sais rien. Moi, j'ai lu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'était pas noire. Et en tout cas, c'était son propos. Et puis ensuite, elle a dit qu'elle était noire. Et pas de problème. Moi, d'un côté ou de l'autre, ça me va. Peu importe, c'est elle qui choisit. Votre opinion, vice-président Harris? Franchement, c'est tragique. Un candidat à la présidentielle a constamment, au cours de sa carrière, cherché à utiliser la couleur de peau pour diviser les Américains. Je pense que la grande majorité d'entre nous savent que nous avons plus en commun que ce qui nous divise. On n'a pas besoin de ce genre d'approche qui cherche sans cesse à nous diviser, surtout en fonction de la couleur de peau. Rappelez-vous comment Donald Trump a commencé.
Il avait des terres, il avait de l'immobilier et il faisait l'objet d'enquêtes parce qu'il a refusé de louer des biens à des familles noires. N'oublions pas, c'est la même personne qui a pris une publicité dans le New York Times pour demander l'exécution de 5 jeunes garçons noirs et latinos qui étaient innocents, les 5 de Central Park. Donc une publicité d'une page entière dans le New York Times pour appeler à leur exécution. C'est la même personne qui a diffusé des mensonges sur la naissance du premier président noir des États-Unis. Je crois que le peuple américain mérite mieux que ça, ils veulent mieux que ça. Les Américains veulent quelqu'un qui comprend notre pays, comme moi. Moi, j'ai voyagé dans ce pays et je crois que les Américains voient des amis et des voisins en leurs compatriotes. On ne veut pas quelqu'un qui veut sans cesse que les Américains se pointent du doigt. Je rencontre sans cesse des gens qui me disent « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un discours sur la façon dont on va concrétiser les rêves, les ambitions, les aspirations du peuple américain ?» Peu importe la couleur de peau, la langue que parle votre grand-mère, nous avons tous les mêmes rêves et les aspirations. Et les Américains veulent un président qui investit là-dedans, pas dans la haine. Monsieur le Président Trump, c'est la 3e fois. Alors écoutez, c'est la présidence qui a le plus polarisé notre pays. On n'a jamais vu ça. Ils sont en train de détruire notre pays en plus de cela. Et puis, ils nous racontent des choses comme ce qu'on vient d'entendre. On a des maires comme le maire Bloomberg qui était d'accord avec moi sur ces 5 jeunes à Central Park, qui avaient d'ailleurs plaidé coupable. Et ils ont blessé quelqu'un qui est d'ailleurs morte et ils ont dit on est coupable, on n'est pas coupable. Bref, ici, vous avez une personne ici qui doit remonter 40-50 ans en arrière pour retrouver ce genre d'affaires pour me salir. Mais moi, je peux construire une belle économie qui sera plus grande, plus belle que ce que l'on a aujourd'hui. Eux, ils sont en train de détruire le pays, l'économie, leur politique sur le pétrole, enfin, toutes leurs politiques sont à côté de la plaque. Puis, souvenez-vous bien d'une chose, quelle est Biden? Elle fait semblant qu'elle se distancie de son bilan, elle fait comme si elle ne le connaissait pas, mais elle est Biden. La pire inflation que l'on ait jamais connue, l'économie la plus faible que l'on ait jamais connue, c'est aussi son bilan. Je veux répondre rapidement. Très clairement, je ne suis pas Joe Biden et je ne suis certainement pas Donald Trump. Et ce que je propose, c'est une nouvelle génération de dirigeants pour notre pays. Des dirigeants qui croient en ce qui est possible, qui ont un optimisme sur ce qu'on peut faire, au lieu de toujours dénigrer le peuple américain. Moi, je crois en ce qu'on peut faire pour renforcer nos petites entreprises et c'est pour ça que j'ai un plan. Parlons de nos plans. Comparons nos plans. Moi, j'ai un plan. Je vais proposer aux petites entreprises des crédits d'impôt de 50 000 $ à leur création pour que les petites entreprises puissent poursuivre leurs rêves, les concrétiser. J'ai un plan 6 000 $ pour les jeunes familles pendant la première année de vie de l'enfant, pour aider les familles dans les étapes décisives du développement de l'enfant. J'ai un plan qui permettra aux Américains de poursuivre leurs rêves, le rêve américain qui leur échappe grâce à une aide de 25 000 $ pour les acomptes, pour les primo-accédants à la propriété. Voilà le genre de choses que les Américains veulent ce soir, au lieu d'une conversation qui revient sans cesse au dénigrement, aux insultes. Tournons la page, avançons. Oui. Monsieur le Président Trump, nous devons avancer. Passons aux politiques maintenant. Son programme, c'est de retirer tous les budgets à la police. Elle veut confisquer les armes. Son programme, c'est d'interdire la fracturation hydraulique ici et ailleurs. Monsieur le Président Trump, je dois répondre. L'ancien président a dit quelque chose à 2 reprises. Nous allons avancer, Madame la vice-présidente Harris. Président Trump, c'est la 3e fois que vous vous présentez pour la présidence et vous vous êtes engagé à revenir sur l'Obamacare et
vous avez échoué à le faire. Vous dites maintenant que vous allez garder l'Obamacare à moins de pouvoir faire quelque chose de mieux. Je vous cite. Le mois dernier, vous avez dit « nous y travaillons ». Donc ce soir, 9 ans après votre première candidature, est-ce que vous avez un plan? Alors, l'Obamacare, c'était un système qui ne marchait pas. Ça n'a jamais bien marché, ça ne marche pas beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, si on arrive à trouver quelque chose de mieux, et on est en train de travailler dessus, on remplacera Obamacare. Mais sachez que moi, j'ai hérité de l'Obamacare parce que les démocrates ne voulaient pas le changer, n'ont pas voulu voter. Ils ont été unanimes pour garder Obamacare. Si on l'avait retiré, on aurait un bien meilleur système en place. Mais les démocrates en ont voulu autrement. Donc en tant que président, je pouvais soit le sauver avec toutes ses imperfections, alors le laisser pourrir. Et moi, je me suis senti investi d'un devoir de maintenir l'Obamacare tel qu'il était avec tous ses défauts, même si c'était tentant politiquement de laisser pourrir ce système-là. On a des bons politiciens, il y en a aussi des mauvais, il y en a beaucoup mauvais chez les démocrates, et d'ailleurs ils les gardent, nous on les vire. En tout cas, moi j'avais un choix à faire. Est-ce que je sauve Obamacare et j'essaye de l'améliorer, ou est-ce que je le laisse pourrir? Et moi j'ai décidé de le sauver. J'ai fait le bon choix. Toujours est-il que ce système n'est pas assez bon, il est trop coûteux pour les citoyens américains, et on est en train de regarder différentes alternatives. Si on a des solutions qui coûtent moins à nos concitoyens et qui proposent une meilleure couverture santé que Obamacare, alors on foncera. Mais en attendant, je ferai de mon mieux avec ce qui existe. Donc vous n'avez toujours pas de plan? Ben, j'ai les débuts, j'ai les contours d'un plan, mais je ne suis pas président tout de suite. En tout cas, si on a quelque chose de mieux et de moins cher, alors on le remplacera. Mais il y a des options, il y a des concepts, des contours qui existent, et on parlera de ça bientôt. Madame la vice-présidente Harris, en 2017, vous étiez en faveur de la proposition de Bernie Sanders de créer un système de santé géré par le gouvernement. Il y a 2 ans, vous avez proposé un plan pour une assurance privée. Tout d'abord, au cours des 4 dernières années en tant que vice-présidente, j'ai toujours soutenu l'assurance privée. Il faut absolument maintenir la loi sur l'assurance maladie et l'étendre, mais je voudrais réagir à ce qu'a dit l'ancien président. J'ai été toujours très claire sur la fracturation hydraulique et concernant la confiscation des armes à feu. Tim Walz et moi-même, nous avons des armes à feu. On ne va pas confisquer les armes à feu des autres, donc arrêtez de mentir. Concernant la loi sur l'assurance maladie, regardez donc la situation. Lorsque Donald Trump était président, à 60 reprises, il a essayé de se débarrasser de cette loi sur l'assurance maladie. À 60 reprises. J'étais sénatrice à l'époque. Et je n'oublierai jamais le petit matin où on devait voter au Sénat américain sur cette loi, et le grand John McCain que vous avez critiqué, vous avez dit que vous ne l'aimiez pas parce qu'il s'était fait avoir, il était un héros de guerre. Le grand John McCain, je n'oublierai jamais, il a dit non lors du vote. Il a dit non, vous ne vous débarrasserez pas de la loi assurance maladie. Vous n'avez aucun plan. Ce qu'a fait cette loi, c'est empêcher les assurances de refuser de couvrir certaines personnes qui ont des maladies préexistantes. Vous vous rappelez quand les assurances pouvaient refuser de couvrir un enfant qui souffrait d'asthme, ou quelqu'un qui avait survécu à un cancer du sein, ou à un grand-parent qui avait un diabète. Donc, heureusement, au cours des 4 dernières années, on a renforcé la loi sur l'assurance maladie, on a permis de négocier les prix des médicaments avec Medicare. Pour vous, le peuple américain, Donald Trump avait promis une baisse des prix des médicaments. Nous l'avons fait. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, l'insuline coûte $45 par mois, et nous avons réussi à faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées, et quand je serai présidente, nous le ferons pour tous les Américains. L'accès aux soins de santé doit être un droit et pas seulement le privilège de ceux qui peuvent se le permettre. Notre plan doit être de renforcer la loi sur l'assurance maladie au lieu de s'en débarrasser. Merci. Je voudrais passer à une question importante. Alors elle s'est trompée sur un point. D'abord, John McCain
il s'est battu contre Obamacare pendant 10 ans. Mais pas seulement lui, d'ailleurs. C'est les démocrates qui ont permis à cette loi d'être promulguée. Et vous savez quoi? On peut faire beaucoup mieux que Obamacare et pour moins cher. Elle ne veut pas améliorer la couverture santé privée parce que tout le monde maintenant a une assurance privée et ça coûte extrêmement cher. Elle veut que tout le monde puisse être couvert par l'État où il faut attendre des mois pour une opération. Merci. Il y a une autre question que nous aimerions aborder, importante pour beaucoup d'Américains et en particulier les jeunes. C'est le changement climatique. Monsieur le Président Trump, au sujet de l'environnement, vous avez dit que nous devons avoir un air pur et une eau pure. Madame la vice-présidente Harris, vous avez dit que le changement climatique est une menace existentielle. La question pour tous les deux ce soir, que feriez-vous pour lutter contre le réchauffement climatique? Madame la vice-présidente Harris. L'ancien président a affirmé que le changement climatique était un canular. On sait que le changement climatique est réel. Demandez à n'importe qui vit dans un État qui souffre déjà des événements climatiques extrêmes. Parfois, ces gens ne peuvent plus avoir d'assurance logement. Il y a de nombreuses victimes qui ont perdu leur logement, qui n'ont plus nulle part où aller. On sait qu'on peut régler ce problème. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ce problème. Au cours des 4 dernières années, avec le président Biden, nous avons investi 1 000 milliards de dollars dans les énergies propres et nous avons aussi augmenté la production nationale de gaz pour atteindre des niveaux inédits. Nous avons créé plus de 800 000 nouveaux emplois industriels pendant que j'étais vice-présidente. Nous avons investi dans les énergies propres et nous avons créé des usines. Le président Trump a dit qu'il allait créer des emplois industriels, mais il en a perdu. Et je suis aussi soutenue par les travailleurs constructeurs automobiles américains et les syndicats. Ils savent qu'une énergie et une économie basée sur les énergies propres, cela veut dire qu'il faut investir dans des produits américains. Les voitures américaines, pour cela, il faut ouvrir des usines automobiles, contrairement à ce qu'a fait Donald Trump, il les a fermées. Non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé. En fait, ils ont perdu 10 000 emplois industriels, ne serait-ce que le mois passé. Il y a des usines automobiles qui sont construites au Mexique, qui sont détenues par la Chine pour pouvoir vendre les voitures chinoises aux États-Unis. Et ce que cette administration a accordé à la Chine, c'est juste incroyable. Nous, on va mettre des droits de douane très élevés sur ces voitures pour protéger le secteur automobile à Détroit, en Caroline du Sud et ailleurs. Ce que cette administration a fait pour le secteur industriel dans notre pays, c'est horrible. On n'a plus rien à cause d'eux. Vous savez, Biden, il ne fait jamais rien. Il a peur de la Chine. Lui et son fils, ils reçoivent tant d'argent de l'Ukraine et puis de tas d'autres pays. Et puis après, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il est aussi fidèle à celui-ci, celui-là, à l'Ukraine, à la Chine? Pourquoi est-ce qu'il a reçu 3,5 millions de dollars de la part de la femme du maire de Moscou? Pourquoi est-ce qu'elle l'a payé 3,5 millions de dollars? Il s'agit là d'une administration corrompue qui est en train de vendre notre pays. Monsieur le Président Trump, merci. Nous aurons les déclarations de conclusion suite à la coupure publicitaire.